Je déteste être en retard sur mon horaire. Je sais que j'avais promis cette vidéo pour la fin d'avril, mais mon ordinateur est mort durant le montage. Et quand je dis mort, je dis complètement mort. Le genre qu'il faut ouvrir en deux pour récupérer la mémoire et prier pour que les données ne soient pas à jamais perdues. Alors vous comprendrez que cela a compliqué beaucoup de choses. Tout va bien maintenant. Alors, merci pour votre patience. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour curieux et maîtres de jeu. Dans cette vidéo, nous allons attaquer le 4e étage du donjon de Palace of the Vampire Queen afin de l'adapter au système de jeu Donjons et Dragons 5. Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous pouvez deviner mon bonheur car il s'agit de l'avant-dernier étage avant la grande finale du donjon. Et après tous ces mois de calcul, d'écriture et de montage vidéo, disons que je ne suis pas mécontent de voir s'approcher la ligne d'arrivée. D'ailleurs, pour ceux qui viennent de me rejoindre, je vous conseille de commencer cette série du début pour ne pas trop être confus par ce qui va suivre. Sur ce, je ne vais pas trop m'éterniser sur l'introduction, alors enfonçons-nous plus profondément dans le repère de notre impitoyable reine vampire. Pour être honnête, je crois que visuellement, la carte du 4e étage est celle qui me plaît le plus. Même si la position des pièces et des couloirs secondaires sont faits pour apporter un peu de confusion chez les joueurs, il n'empêche que chaque étage possède une sorte de structure de base, composée de couloirs principaux, afin de ne pas être trop labyrinthique et permettre un déplacement plus ou moins rapide d'une place à l'autre. Cette structure peut avoir différentes formes, certaines plus étranges que d'autres, mais je pense personnellement que Pete et Judy Kerestan, les créateurs de Palace of the Vampire Queen, ont touché à quelque chose de fort intéressant avec le 4e étage en emboîtant deux formes l'une dans l'autre, plutôt que l'une à côté de l'autre, donnant un plan à la fois simple, complexe et original. C'est pourquoi j'adore le fait qu'ils aient osé expérimenter différentes approches d'étage en étage, ou sinon, ils n'auraient pu atteindre un résultat aussi intéressant. Malheureusement, je n'ai pas pu préserver tout à fait cette structure dans la version finale de mon plan, mais au moins je me suis assurée de m'en rapprocher le plus possible. La principale raison de ce changement est bien sûr étroitement liée au nombre de salles vides dans la version originale. Comme dans les deux étages précédents, environ un tiers des pièces ne possèdent ni monstres, ni trésors ou autres marques d'intérêt, ce qui m'amène généralement à les enlever de mon donjon, même si sur l'étage 2 et 3, ces salles étaient assez éparses pour ne pas vraiment causer de problème. Malheureusement, on voit réapparaître sur l'étage 4 le même problème qu'à l'étage 1, à savoir des suites de pièces sans autre raison que de désorienter les joueurs, ce qui gâche un peu mon amour du plan et de son ingénieuse structure de base, puisque certains couloirs deviennent ainsi totalement inutiles. Concernant les monstres, on pourrait dire que ceux-ci sont séparés en 4 ou 5 factions différentes, celle des morts vivants en turquoise pouvant en quelque sorte faire partie de celle de la crypte en violet, puisqu'ils n'ont aucune alliance avec les autres groupes et sont le résultat du tombeau ayant été plongé dans le Shadowfell. Les 3 autres factions étant une continuation de groupes déjà rencontrés ou une mise en bouche de ce qui est à venir pour le dernier étage, ils poursuivent ainsi leur travail de lier de façon cohérente les étages les uns aux autres en une histoire continue tout en offrant une plus grande diversité de rencontres. Bien entendu, plusieurs monstres ont dû être modifiés pour mieux convenir au niveau des joueurs ou aux règles de base de Donjon Dragon 5, alors observons ces changements de plus près. La faction orange est probablement celle qui a subi le plus de modifications sur tout l'étage, et probablement même dans tout le document. En temps normal, j'essaie de rester le plus proche possible de l'original, mais pour des raisons de logique par rapport à l'histoire et à la progression d'expérience des joueurs, j'ai dû faire une entorse à ma règle. À commencer par la salle 1. Dans la version originale, les joueurs devraient trouver sur le lieu une statue de Lamassu avec des yeux en joyau, excepté que l'un est manquant. Retrouver le joyau en salle 10 et le remettre sur la statue permet ainsi de la ramener à la vie, et celle-ci accepte d'aider les joueurs à combattre tous les monstres se trouvant sur le 4e étage. Le lamassu n'existant pas dans le bestiaire de base, livre sur lequel je me fie afin de rendre mon module le plus accessible possible, il me fallait donc trouver une créature similaire pour le remplacer. Et pour ce faire, il faut savoir ce qu'est exactement un lamassu. Issu de la mythologie mésopotamienne, on peut retrouver des statues colossales de ces créatures gardant les portes des temples et des palais assyriens.
Ils avaient le corps de taureau ou lion, de grandes ailes sur le dos et une tête d'homme ou de femme. Pour être honnête, c'est un point qui m'a vraiment plu sur le coup, car lorsque j'ai créé mon propre monde pour y accueillir mes modules, je me suis fortement inspirée de la culture de la Mésopotamie ancienne, mais dans le contexte d'un environnement de type taïga. Même s'il me ferait plaisir de vous parler de long en large sur ce sujet, cette vidéo n'est pas dédiée à la création de mon univers, un projet que je réserve pour un peu plus tard. Alors revenons à notre donjon et à mon choix pour la salle 1. La créature du bestiaire de base la plus proche du lamassu aurait été le sphinx, mais son niveau étant bien trop élevé, son aide aux joueurs serait plus néfaste que bénéfique, puisque ceux-ci pourraient tout simplement lui demander de faire tous les combats à leur place, ce qui est non seulement ennuyant, mais empêche aussi d'accumuler l'expérience nécessaire pour monter de niveau. Un fait particulièrement important alors que le combat final s'approche à grands pas. Sans compter que si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez déjà que narrativement, le 4e étage équivaut à la montée de l'action et du défi juste avant le climax. Il s'agit donc d'une raison de plus pour ne pas donner un autre allié aux joueurs, en particulier si ceux-ci les collectionnent depuis le tout début du donjon. Mon attention s'est donc portée sur la seconde créature, la plus proche physiquement du lamassu, à savoir le lami, sorte de centaure entre l'humain et le lion, mais au vicieux tempérament chaotique mauvais. Il est fort à parier que les vampires soient parvenus à convaincre le lami de se joindre à leur cause en lui promettant une part des trésors des nains, les lamis étant fortement intéressés par l'accumulation de richesses. Seul problème étant, les lamis sont étroitement liés au seigneur démon Grazd, entrant ainsi en confrontation directe avec la concurrence diabolique que représentent les fanatiques de secte. Même si ces derniers sont plus intéressés par un savoir nécromantique plutôt qu'au trésor de la capitale, le lami reste hautement outré de devoir coopérer avec ces cultistes, ce qui tombe plutôt bien puisque aucun d'entre eux ne se trouve sur le 4e étage. Le lami étant un adepte de la manipulation, j'ai jugé intéressant que celui-ci puisse se présenter d'abord comme un allié et a annoncé qu'il va accepter d'aider les joueurs à affronter les vampires à condition que ceux-ci tuent les derniers cultistes et leurs leaders au dernier étage avant de lui rapporter les preuves de leur massacre. Bien entendu, le lami ne respectera pas sa part du marché et attaquera immédiatement les joueurs dès que ceux-ci seront de retour, en particulier s'ils montrent des traces d'épuisement de leur dernier combat. Le second changement d'importance vient des gnolls de la salle 13. Même si ceux-ci font partie du bestiaire de base et sont tout à fait du niveau des joueurs, les gnolls me semblaient un ajout douteux, non seulement parce qu'ils n'ont aucun équivalent sur les autres étages, mais aussi parce qu'il s'agit de créatures hautement agressives et instables, au point qu'il est dit que même les orques évitent de s'allier à elles. Par un heureux hasard, cependant, il s'avère que le lami est souvent allié à d'autres créatures anthropomorphiques assez proches des gnolls, à savoir les garous chacals, et c'est pourquoi leur salle a été rapprochée de celle de leur leader. Bien que les garous chacals ne soient théoriquement pas considérés comme des lycanthropes, puisque leur morsure n'est pas contagieuse, j'ai tout de même jugé qu'ils pourraient avoir accepté des loups-garous dans leur petite tribu. Après tout, les garous chacals sont capables de passer sous 3 formes différentes, comme les lycans, et appartiennent aussi à la famille des canidés. Cela convient d'autant mieux au fait que l'un des loups-garous est à l'étage du dessus pour protéger l'entrée de leur territoire, et que le second est au dernier étage pour recevoir l'honneur de garder la prisonnière naine, rendant ainsi le lami un peu moins offusqué du fait que le plus gros du culte rival est installé dans la chapelle juste à côté de la reine vampire. Enfin, le dernier gros changement est le pudding noir, situé juste à côté des gnolls. L'utilisation de charognards et autres décomposeurs pour se débarrasser des déchets est maintenant un spectacle récurrent à chaque étage, et le pudding noir aurait très bien pu prendre ce rôle sans problème tout en gardant un bon niveau de difficulté. N'eût été de sa capacité informe, lui permettant de se glisser presque partout, ainsi que de sa grande voracité qui en aurait fait un prédateur instable pouvant nuire à presque tous les habitants de l'étage. De ce fait, j'ai dû une fois de plus ignorer ma règle pour placer un autre cube gélatineux à sa place, ce qui termine enfin tous les changements de cette faction. La faction suivante, Envers, n'a subi qu'une seule grande modification. Si les 2 hibours ont été préservés, leur maître a dû se voir remplacé assez prestement, puisqu'il s'agissait d'un géant de pierre.
Donc, non seulement il aurait été impossible de mettre une créature d'aussi haut niveau face aux joueurs, mais j'aimerais aussi rappeler qu'il s'agit d'une créature de taille très grande, soit couvrant une surface de 3 cases de côté. Maintenant, laissez-moi porter votre attention sur la position initiale de la pièce dans laquelle devait se trouver ledit géant. Pour tout vous dire, il s'agit d'une erreur assez courante dans la conception de donjons, en particulier ceux de l'époque. Et même s'il est toujours possible pour une créature de se faufiler dans un espace étroit, il y a tout de même des limites de réalisme qui peuvent bien souvent briser l'immersion des joueurs. Donc, conseil aux maîtres de jeu débutants, restez toujours vigilants sur ces petits détails. Tout cela pour dire que le géant de pierre a été changé pour un autre membre de la tribu des ogres, et plus précisément l'ogresse du chef de la dite tribu, expliquant ainsi sa position privilégiée en étant un étage juste au-dessus de celui de la reine vampire, en plus d'avoir à ses côtés 2 massives bêtes de garde. Celles-ci n'étant pas tout à fait dressées cependant, et ayant la force nécessaire pour se retourner contre leur maître si besoin, elles ont été chacune enchaînées dans leurs salles respectives et ne pourront donc pas venir en aide à l'ogresse si celle-ci est attaquée par les joueurs. Bien que le territoire de l'ogresse ne possède aucun trésor en lui-même, il sera toujours possible d'utiliser l'ogresse comme moyen de pression auprès du chef des ogres, situé au 5e étage. Mais pour ce faire, certains joueurs devront peut-être piétiner un peu sur leur morale. En effet, l'ogresse est fortement enceinte du tout premier descendant du chef, et lorsque les joueurs arriveront dans sa chambre, elle les méprendra bêtement pour des membres du culte diabolique, même alors qu'ils ne portent pas de déguisement, leur ordonnant d'aller dire à son compagnon qu'elle et son futur enfant ont très faim et de se dépêcher de lui apporter à manger la nouvelle viande fraîche qu'il a rapportée de son combat au 3e étage. Les joueurs pourront ainsi comprendre qu'il s'agit là de quelques survivants de la garde naine et pourront ainsi faire du chantage auprès du chef ogre, demandant que ceux-ci soient libérés en échange d'épargner sa vie, celle de sa compagne et celle de son futur enfant. Ce qui apporte un peu de variété que de simplement gagner tous ces combats par la force. Et ça, c'est toujours un plus. La faction suivante manque peut-être un peu de variété, cependant, en ce qui concerne les ennemis à combattre, puisqu'il s'agit essentiellement de la ménagerie de nos amis vampires, à savoir plusieurs nuées de chauves-souris de part et d'autre de la salle 19, et un grand nombre de chauves-souris géantes dans les salles 17 et 18 pour remplacer une arrivée trop précoce des vampiriens de la reine, les joueurs n'étant pas encore tout à fait au niveau pour une confrontation de ce calibre. Histoire de pimenter un peu plus ces combats plutôt simples, j'ai décidé de changer le fil d'alarme de la salle 28 pour un gentil petit piège de sphère roulante qui déboulera l'escalier pour foncer directement sur les joueurs, sans faire de mal aux nuées de chauves-souris sagement placées hors de son chemin, et dont le déplacement de 18 mètres en un tour, soit une vitesse de 12 cases, ne peut laisser de temps aux héros pour refermer la porte devant eux et se protéger de l'impact. Bref, de quoi ralentir un peu la descente des joueurs si ceux-ci tentent de passer trop rapidement d'un étage à l'autre sans prendre la peine d'explorer ceux-ci plus en profondeur. Ce qui nous amène aux 2 dernières factions, à savoir celle des morts-vivants et de la crypte. Mais elles pourraient très bien être fusionnées en une seule et une même entité, quoique j'ai tenu à les séparer dans mon document pour une raison de position de territoire. Concernant les morts-vivants, peu de choses ont vraiment été modifiées. La salle des ombres a été déplacée à l'ancienne place de l'ogresse après que celle-ci et ses 2 hibourses aient été déplacées dans les 3 pièces inutilisées. Et comme il y avait un espace vide de libre juste au-dessus, j'ai jugé qu'il serait toujours possible d'y déplacer le trésor de la salle 25, avec la petite difficulté que la moisissure jaune de la pièce n'est pas une illusion, mais bel et bien réelle. Le trésor fait aussi en sorte que le combat contre les ombres n'aura pas été vain, ce qui peut parfois frustrer certains joueurs. Bon, il y a toujours le risque que ceux-ci ne remarquent pas le passage secret, mais il faut bien leur donner un peu de difficulté aussi. Pour ce qui est du territoire de la momie, presque rien n'a changé, à l'exception du nombre de créatures pour mieux convenir au plus bas niveau des joueurs. Et c'est ce qui nous amène à la partie de la crypte. Encore une fois, Tic et limaces géantes ont été remplacées par nos mascottes, les punaises de feu, et il s'agit d'un lieu relativement paisible où les joueurs pourront toujours se réfugier, en plus de profiter du généreux butin caché derrière les portes secrètes. Ce qui me fait bien marrer est qu'initialement, la salle 24 était un jardin de gousses d'ail. Qui les faisait pousser là, juste à côté d'un repère de vampires?
Mystère. Mais une chose est sûre, il y avait un foutu culot. Bien entendu, il s'agissait d'une bonne récompense pour les joueurs s'ils parvenaient à découvrir l'un des passages secrets menant au jardin. Mais l'improbabilité d'un tel scénario et le changement des faiblesses chez les vampires de la 5e édition de Donjon Dragon m'a fait modifier la pièce pour une simple salle au trésor. Parlant de trésor, il y a une raison pourquoi j'ai décidé de surnommer affectueusement le 4e étage d'armurerie. Disons juste que je me suis amusée à remplir chaque butin d'armes magiques peu communes, afin de satisfaire la plus grande variété possible de combattants. Et j'aime bien imaginer qu'à l'origine, les prêtres supposés s'occuper du 4e étage allaient réellement être armés jusqu'aux dents pour empêcher toute tentative de pilleur de tombeaux d'atteindre la reine et son trésor du 5e étage. Bien entendu, vous pouvez modifier ces butins comme vous l'entendez pour mieux l'adapter aux besoins de vos joueurs, que ce soit en changeant ces armes pour leur équivalent en or, pierres précieuses ou autres objets magiques de puissance similaire. Comme j'ai tendance à le répéter après chaque vidéo, un module de jeu n'est après tout qu'un guide pour mieux vous inspirer à créer vos propres quêtes et donjons. Alors laissez votre imagination aller et n'hésitez pas à donner votre propre touche personnelle. Tant qu'à poursuivre dans la routine, modules, cartes et tout autre document nécessaire sont dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez voir le dernier étage de cette série, inscrivez-vous à ma chaîne pour être averti de la prochaine parution. Le climax promet d'être un gros morceau, et j'espère que cette finale vous plaira autant que j'ai eu de satisfaction à créer ce projet. Ça va faire un peu étrange de me dire que tout ce travail sera terminé d'ici la fin de mai, sachant que l'idée a germé dans mon cerveau il y a presque un an et que ma toute première vidéo remonte en octobre. Mais la fin d'un chapitre ne veut pas nécessairement dire la fin d'un livre, et j'ai hâte de vous parler plus en profondeur de mon prochain projet dans les vidéos à suivre. Bref, un gros merci à vous tous pour votre écoute. Au plaisir de vous revoir le mois prochain, et d'ici là, que l'aventure vous soit agréable. Dans la version originale, les joueurs devraient trouver sur les lieux une statue de Lamazu. Le second changement d'importance vient des gnolls